moi et l'opposition, que nous puissions nous tenir la main dans la main pour essayer de restructurer certaines choses, faire ce changement de la Constitution ou cette modification de manière commune, parce qu'on parle de démocratie apaisée. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Pour l'instant, moi je reste encore sur ma soif, je ne peux pas me prononcer, parce que, vous savez, le président est quelqu'un souvent de parfois énigmatique, et c'est Fortuna qui disait d'entrée de jeu que le président, il aime le voir lorsqu'il parle avec son cœur aux populations, lorsqu'il fait une communication citoyenne. Le discours, c'est quoi? C'est un ramassis de ce que certaines personnes ont eu à écrire sur le chef de l'État et qu'on lui dit, va seulement te mettre sur le pupitre et lis ça à la Merci Alphonse. Voilà, nous allons passer à notre deuxième sujet. Il s'agit du sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, ce sommet convoqué par Barack Obama Hussein a eu lieu du 4 au 6 août dernier à Washington. Parmi les chefs d'État africains, il a eu Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Ce sommet a eu pour thème principal investir dans la prochaine génération. Voilà, c'était ça là le thème principal de ce sommet. Alors, Millet Mbondi, pensez-vous que ce sommet États-Unis-Afrique était le bienvenu pour le continent africain? Je pense que le sommet était le bienvenu, puisque nous avons suivi les déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry à la radio, qui a insisté sur le respect des constitutions en Afrique. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais d'autre part, nous avons aussi écouté le chef de l'État dire que la Constitution avait atteint ses limites au Congo-Brazzaville dans son cas, et qu'il fallait qu'il y ait un référendum. Donc nous voyons bien là qu'il y a un bras de fer qui s'engage, qui semble s'engager entre le Congo-Brazzaville, notamment ses autorités, avec les hautes sphères du pouvoir américain. Nous ne savons pas quelle sera la fin, mais en tant que journaliste, je peux déjà essayer de faire des analyses pour dire les États-Unis, lorsqu'ils disent qu'il faut respecter les constitutions africaines, à mon avis, je ne vois pas qu'ils vont demain engager une action militaire au Congo si jamais le président Sassou change la constitution. Ça serait un néocolonialisme, les gens crieront. Je ne pense pas qu'ils agiront de cette façon. Ce qui fait que si le président Sassou s'entête ou bien de maintien le changement de la Constitution, il va changer la Constitution, il passera certainement haut les bras. Bon. Maintenant, après, il faut s'attendre à des sanctions, peut-être qui seront prises par les États-Unis, des sanctions économiques. Mais là encore, le président Sassou peut déjouer encore les États-Unis, certainement se retournant vers la Chine. Donc, le sommet États-Unis-Afrique, nous savons bien que le mobile, c'était faire respecter les constitutions africaines, et dans ce cas, je pense pas que ça peut être une réussite, surtout si les chefs d'État africains qui sont concernés par cette question de constitution décident d'avancer en rang groupé. Imaginez qu'aujourd'hui, on est en 200 choses de la constitution, au Congo-Brazzaville on change, au Burkina Faso on change. Comment le plan international fera-t-elle pour ouvrir des fonds dans tous les pays? Je doute fort. Donc, le sommet États-Unis-Afrique, c'est bien, les Américains dit que leurs paroles, et quand elle est respectée, elle ne changera pas. Elle ne changera pas, d'accord? Mais mettons, les chefs d'État africains aussi ont leur position. Africaine, bien sûr. Justement, maintenant il faut craindre qu'après, si les chefs d'État africains réussissent à changer les constitutions, que les États-Unis ne créeraient en Afrique des oppositions et une société civile forte en sous-main. Il faut craindre, parce qu'ils sont à même d'instrumentaliser. Voilà, sur le sommet États-Unis-Afrique. Voilà, ça c'est l'analyse que je fais sur ça. Ouais, Gilles Ndongo. Je pense que les relations entre les États-Unis et l'Afrique ne datent pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis d'une part, nous sommes en 2013 évalués à près de 85 milliards de dollars. Et parallèlement, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine
pendant la même période, 100 à 210 milliards de dollars. Ça veut donc dire que les États africains, notamment le président Obama, face à la pression des majors américains, des grands groupes pétroliers, financiers et économiques, il s'est rendu compte que l'Afrique compte. Et l'Afrique doit compter sur le champ mondial. Vous êtes sans ignorer que le golfe du Guinée, notamment qui regorge près de 2 tiers de la production pétrolière de l'Afrique, est appelé à jouer un rôle majeur, notamment dans la fourniture énergétique, notamment des produits pétroliers pour les États-Unis. Parce que l'on sait qu'au Moyen-Orient, face à l'instabilité, la crise en Iran, la Syrie, et les États-Unis veulent se mettre à l'abri pour sortir un peu de cette sorte de dépendance face à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est d'un fait. Deuxièmement, les États-Unis, dans leurs relations internationales, ont toujours évolué sur 3 triptyques: la sécurité, la démocratie et le développement. Bien avant, les États-Unis ont toujours considéré les États africains comme étant sous le prisme de la guerre, de l'aide humanitaire, des droits de l'homme. Et je crois que face à la montée en puissance de la Chine, il était de bon loi pour les États-Unis d'inviter les chefs d'État africains pour tenir leur discours. Je crois que au-delà du côté du volet politique, droits de l'homme, il y a des relations économiques qui seront mises en exergue. Je ne suis pas d'avis pour ceux qui pensent que toutes les solutions doivent émaner de démocratie, doivent émaner de l'Occident. Vous savez que lorsque le président Jacques Chirac, à l'époque, disait, je cite, que l'Afrique n'est pas faite pour la démocratie, ça avait suscité un tel tollé au niveau même de la classe politique africaine. Mais quelques années plus tard, dans la pratique, dans notre pratique, on s'est rendu compte que, évidemment, Chirac n'avait pas tort dans une certaine mesure. Parce que chaque peuple a une histoire, chaque population a des valeurs, et que si l'on fait une transposition de la démocratie à l'américaine en Afrique, ça ne marchera pas. Je crois que il convient à chaque peuple d'adapter sa démocratie en fonction de son évolution. Ça, c'est de un. Maintenant, pour rebondir à ce que mon frère, M. Bondi, parlait que les États-Unis vont imposer sur le respect des constitutions, ça c'est de bonne guerre. En tant que première démocratie au monde, c'est tout à fait normal que les États-Unis tiennent ce discours. Cela pose même leur idéal républicain démocratique. Mais je crois que ce sommet, c'est plus un sommet sur un repositionnement géostratégique des États-Unis pour l'Afrique, parce que l'Afrique va constituer d'ici à l'horizon 2050 près de 40% de la population mondiale. Et je crois que l'Afrique est porteur d'espoir et qu'il est tout à fait normal que les États-Unis s'intéressent à l'Afrique, parce que la Chine aujourd'hui a pris une place prépondérante dans les échanges commerciaux et que les majors américains ont intérêt à prendre leur part du gâteau. Voilà, merci, je viens de recevoir un message. Est-ce que les États-Unis doivent nous dicter le changement ou non de la Constitution? Oui, Fortuna. Bon, moi je suis vraiment au regret de voir que jusqu'à aujourd'hui, après 50 ans, 54 ans, que les Africains continuent de penser que nous devons être gérés. C'est quand même paradoxal, à la fois nous célébrons l'indépendance, mais à la fois, au même moment, nous continuons de tendre la main, de croire que le secours doit venir de l'extérieur. Nous n'avons pas les mêmes réalités, comme a dit l'autre tout à l'heure. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas pas la même culture. C'est vrai que la démocratie est universelle. Il faut qu'elle soit certainement appliquée comme elle est appliquée dans les pays qui ont commencé à l'exercer. Mais il faut aussi voir les problèmes au niveau de l'Afrique, quels sont réellement les problèmes que les Africains doivent résoudre et comment résoudre ces problèmes. Moi, je prends souvent l'exemple du Rwanda avec les tribunaux, comment on dit, les gacaca mis en place. Mais ça n'existe nulle part dans le système démocratique. Mais aujourd'hui, ça a résolu beaucoup de problèmes, non, au niveau du Rwanda. Avec ce que Nelson Mandela a mis en place à la sortie de prison, comment on appelle ça,
voilà, ça ne fait pas partie de la démocratie. La démocratie, c'est une contradiction perpétuelle. C'est comme ça. Vous êtes de l'autre côté, moi je suis ici, j'ai le pouvoir, vous devez vous battre à avoir le pouvoir. Et c'est pas facile de finir autour d'une même table et résoudre le problème. Je ne vois pas aujourd'hui, comme en Occident, François Hollande et Sarkozy s'assoient pour dire, écoutez, comment faire pour résoudre le problème du chômage ou de la crise économique. Ça, c'est la démocratie. Mais l'Afrique a sa manière à elle de résoudre les problèmes. Donc, à un certain moment, je pense qu'il faut essayer de tolérer la démocratie, on pourrait dire à la Corée. Voilà. Donc, je pense que Barack Obama fait très bien d'interpeller les chefs africains, les chefs d'État africains, c'est très bien de montrer la voie assise pour une vraie démocratie, mais à un certain moment, il doit tenir compte de la réalité, parce que les États-Unis ne sont pas aussi démocratiques comme ils se présentent aujourd'hui. Sinon, on ne vivrait pas ce que nous vivons au Irak, en Iran aujourd'hui. Donc, à un certain moment, il faut voir que pour tel ou tel intérêt, on est obligé de laisser la démocratie ou telle chose à côté, de se sacrifier parfois. Merci. Dans son discours lors de ce sommet, le président américain a assuré que son pays œuvrait pour un partenariat d'égal à égal, c'est-à-dire avec l'Afrique. Alphonse Ndongo. C'est clair, au-delà de tout ce qu'on dit, le véritable mobile de ce sommet, vous le savez, États-Unis, Afrique, ça a été l'œuvre de certains philanthropes, de certains hommes d'affaires américains qui ont exercé des pressions à Obama pour que quand même il consente à organiser ce sommet. En fait, c'est d'abord l'économie. Ceux qui parlent de politique, ceux qui pensaient que au sortir de ce sommet, Obama donnera des décisions, rendra des verdicts contre certains chefs d'État pour leur dire chez vous, vous n'êtes pas démocrate, ainsi de suite. Je pense qu'ils devraient s'en mordre les doigts. Et les Américains, par principe, sont des gens réglés sur le plan démocratique, ils veulent le respect des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose à laquelle les Américains tiennent toujours. Si il fallait absolument regarder la démocratie à l'américaine parce que les Américains sont soucieux de l'implantation ou de la consolidation de notre démocratie. Je vous le dis, au cours de ce sommet, on n'aurait pas invité certains chefs d'État. On n'aurait pas invité certains chefs d'État si franchement on tenait compte du baromètre avancé démocratique. Il y a des pays, il y a des présidents dont des pays dont les présidents ne se seraient pas retrouvés, n'est-ce pas, à Washington. Mais prenez un cas de figure pour que nos téléspectateurs comprennent. Un pays comme la Guinée équatoriale, est-ce que vous savez que l'essentiel de l'exploitation pétrolière est géré par les entreprises américaines? Mais bon, est-ce que les Américains ont dit, puisque nous, franchement, c'est nous qui faisons l'économie de la Guinée équatoriale, nous voudrions que les choses se passent comme ceci, comme cela. Je ne pense pas qu'en Guinée équatoriale, il y ait eu plus d'avancées démocratiques qu'au Congo-Brazzaville. Ça, je n'en suis pas certain en tant que journaliste. Mais alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Obama, on est quand même dans un monde qui n'est plus bipolarisé comme à l'époque du bloc socialiste et capitaliste. On est dans un monde qui, excusez-moi du néologisme, qui se résume en multilatéralisme. C'est-à-dire que vous avez des sommets Chine-Afrique, Japon-Afrique à travers le TICAD, les sommets Europe-Afrique, France-Afrique. Évidemment, les Américains se sont rendus compte que du point de vue compétitivité économique, par rapport à ce qu'ils ont comme intérêt, ils sont aussi en train de vouloir, pourquoi pas, récupérer une bonne partie de ce qu'ils sont en train de perdre en Afrique à travers peut-être la Chine qui aujourd'hui gagne quasiment du terrain. Donc c'est d'abord, il faut le reconnaître, les Américains, ce sont des businessmen comme on dit. C'est d'abord ce qui les intéresse. Mais maintenant, c'est des gens qui ne peuvent pas rejeter au nom du business des affaires, qui ne rejettent pas les principes de démocratie et des droits de l'homme. Bon, c'est pourquoi dans le cas comme chez nous au Congo, ce qui est clair, c'est que même si aujourd'hui il y avait des soubresauts au niveau de la Constitution, soit on la change, soit on la maintient, ou alors au pire, soit on la change. Il ne faut pas que l'opposition, contrairement à ce que j'ai entendu, pense que les Américains viendront ici, je ne sais pas, en conquistador pour dire, écoutez, remettez les choses en ordre. Non, les Américains s'arrêteront à des simples condamnations diplomatiques. Ça va s'arrêter là parce que le Congo ne compte pas pour eux. Le pays qui peut compter dans la sous-région, peut-être qu'il y a 2 pays qui peuvent compter pour les Américains pour le business, c'est l'Angola à travers son pétrole et peut-être et surtout la République démocratique du Congo.
John Kerry arrivé en République démocratique du Congo et il en est reparti. Donc on peut se poser la question, pourquoi les Américains voudraient qu'à Kinshasa on respecte, n'est-ce pas, la constitution telle qu'elle est établie là-bas, et pourquoi accepteront-ils que là-bas à Kinshasa on respecte la constitution et pourquoi pas au Congo-Brazzaville? C'est ce qu'on peut se poser comme question. Tout part des problèmes d'intérêt. Les Américains ont des pays sur lesquels ils comptent en Afrique. Le Congo-Brazzaville ne compte pas. Peut-être c'est le Kenya parce qu'il faut lutter contre les Moudjahidines, enfin les islamistes qui sont chez BAP, qui sont en Somalie. Le Kenya compte peut-être pour eux, l'Éthiopie compte peut-être pour eux, l'Ouganda compte peut-être pour eux, le Rwanda compte pour eux, mais le Congo-Brazzaville ne compte pas. Donc, contrairement à ce que j'entends souvent dire les gens de l'opposition, qui ont misé sur ce sommet, pensant qu'Obama va marteler dur sur sa soupe pour dire tu ne changes pas de constitution, tu as compris, d'où on est famille, et que ça se dirait oui, j'ai compris. Je pense que l'opposition se trompe. C'est pourquoi nous disions tantôt que l'opposition devrait franchement être une opposition responsable, dynamique, qui combat, qui compte sur elle, qui ne devrait pas se dire nous attendons de la communauté internationale quelques condamnations que ce soit, parce qu'elles seront ces condamnations purement diplomatiques et, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Merci Alphonse Ndongo. Alors, Eli Smith, ce sommet États-Unis-Afrique était bienvenu pour les Africains car Barack Obama a promis 33 millions de dollars pour les Africains. Investir dans le secteur tant public que privé. Oui, je crois que vous êtes 33 milliards. 33 milliards, voilà. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose, bon, c'était bien pour pas toute l'Afrique, l'Amérique a ses pays, ses zones qui comptent ici. C'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, et les pays de l'Afrique orientale et puis l'Afrique australe. En fait, quand vous regardez même dans le baromètre des vrais pays en Afrique, il n'y en a que 10 en termes économiques. Les autres, le Congo est 23e, le Cameroun 14e, donc les pays que pour être un peu durs, s'ils disparaissaient sur l'espace africain, les gens ne devaient même pas couler les armes parce qu'ils n'achètent pas beaucoup de iPhone, ils n'achètent pas de voitures. Bon, peut-être 2 ou 3. Mais je pense que le sommet a été ce qu'ils ont fait, peut-être 5 séances de rattrapage. Pour moi, ça a été un échec parce que j'ai vu par exemple à la conférence de presse, ils n'ont même pas parlé d'Afrique, ils parlaient d'Israël, de l'Ukraine, de tout ça. Et puis j'ai demandé à un ami qui travaille à CNN, il m'a dit non, ça fait longtemps qu'on ne voit pas Obama. L'Afrique là, on est déjà un peu fatigué. Et puis quand vous regardez dans les journaux, les seuls pays qui parlaient, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud. Donc c'est un thème. Moi je pense que les oppositions africaines ou dans les pays d'Afrique francophone doivent d'abord compter sur eux-mêmes au lieu de compter sur les États-Unis. Mais les États-Unis sont aussi très bandits parce que rappelez-vous du discours de Condoleezza Rice à l'université Al-Azhar en 2016 où il disait que pendant 60 ans nous avions soutenu les régimes forts croyant que ça va créer de la stabilité et puis faire la promotion de la création de l'emploi. On a eu ni stabilité ni création d'emploi. Maintenant nous allons faire la démocratie. 6 ans ou 7 ans plus tard, on a eu les révolutions dans les pays arabes, de l'Afrique du Nord ou jusqu'au Moyen-Orient. Et ici, les Américains lancent ce qu'ils appellent la démocratie soft power, qui est l'idéologie de Mme Hillary Clinton, qui passe parce que, je crois, il n'a pas tort, les ONG. Vous savez, quand les Américains commencent quand même à financer des ONG, beaucoup des ONG, ça veut dire qu'à un certain moment, c'est dans un pays paupérisé, les gens sont très pauvres, donc ça veut dire qu'à un certain d'ici 4 à 5, 6 ans, attendez-vous que dans beaucoup de pays où les gens pensent qu'ils sont très forts, il y aura les soulèvements. Donc les Américains, ils ne sont pas pressés pour les choses. L'essentiel, c'est l'économie. Et puis pourquoi les États-Unis s'intéressent, par exemple, à la République démocratique du Congo au lieu de la République du Congo? La RDC est dans le grand alliance que les Américains ont créé, qui est le grand alliance anti-islamiste, qui est formé par le grand patriote, leur grand idéologue, c'est Yoweri Museveni, Paul Kagame. Il s'est fait Welki de l'Érythrée, mais il est tombé, il n'est plus dans le truc. Il y avait Laurent Désiré Kabila, on lui a enlevé. Il y a maintenant Joseph Kabila qui est là. Donc la RDC est plus importante stratégique parce que les Américains, leurs objectifs, et ils ont réussi, c'était de bouter la France hors des Grands Lacs, et ils l'ont réussi. Et c'est le pourquoi, par exemple, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, si Joseph Kabila aime beaucoup la République démocratique du Congo, il faut qu'il respecte la Constitution, c'est plus stratégique. Parce que si Joseph Kabila ne part pas à la fin de son mandat,
Il y aura une deuxième guerre, et puis il y aura ce que la nouvelle politique américaine est de redessiner les frontières africaines. Il y aura 4 pays qui seraient créés dans la République démocratique du Congo parce que aucune personne, même moi-même, je ne suis pas content de voir qu'un pays comme la RDC a 20 000 troupes des Nations Unies sur son sol, payées par les Nations Unies. Les gens sont un peu fatigués. Mais en ce qui concerne le Congo, c'était une bonne chose. Mais c'est le Congo maintenant de capitaliser sur ce sommet. Et autre chose, je vois que M. Platine Moudoudou a fait beaucoup de disciples. Il n'y a pas de démocratie africaine, parce que quand je vois mes collègues parler de problèmes à africaniser la démocratie, non. Une démocratie, c'est une démocratie. Par exemple, je ne parle pas de l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays de grâce. Le Ghana est un pays africain, la Tanzanie c'est un pays africain, la Zambie, le Malawi, vous avez succès parce que Malawi avait Mme Joyce Banda. Elle a organisé une élection, elle a vu qu'elle perdait les élections, elle a voulu annuler les élections à Blantyre. Le juge de la Cour suprême de Blantyre a dit non. Vous sentez que c'est un pays qui a ce qu'Obama veut, les institutions fortes. Tu as les hommes forts qui dit que monsieur la présidente de la République, ce que vous avez fait. Je pense que pour compléter ça, la démocratie, c'est universel. Il n'y a pas de démocratie à Non, la parole revient à Millet Mbondi. Millet Mbondi, en dehors du sommet États-Unis-Afrique organisé par Barack Obama, qu'est-ce que l'administration Obama a déjà fait pour attirer les esprits des Africains? Je pense que ce que les États-Unis ont fait, notamment en organisant un sommet où a été invité tous les chefs d'État, il n'y a pas plusieurs pays dans le monde qui l'ont fait. Donc c'est déjà une grande chose. Bon. Les États-Unis, vous savez qu'ils sont engagés en Afrique dans la lutte du terrorisme, la lutte contre Boko Haram, ça et là. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. En plus, ce sont les plus gros investisseurs ou les plus gros donateurs dans le système des Nations Unies, que ce soit au Conseil national de sécurité. Toutes les décisions qui sont prises là-bas, qui se répercutent sur l'Afrique, c'est aussi une façon de contribuer. Je comprends bien que le président Barack Obama veut créer ou favoriser l'instauration d'institutions fortes en Afrique, mais l'instauration d'institutions fortes en Afrique dépend aussi des peuples forts et des commissions électorales indépendantes fortes aussi. Fortes, ça aussi c'est très important, parce qu'aujourd'hui, je suis très désolé que certains collègues ici ont voulu dire que j'avais une fixation sur le chef de l'État, notamment concernant la Constitution. Je dis non. Moi, je suis journaliste, je pratique mon métier au nom du peuple. La justice sera au nom du peuple, le président de la République prête serment au nom du peuple. Nous avons des lois qui sont là instaurées dans le pays, et je pense que nous tous nous luttons pour que ces lois-là soient respectées. C'est notre tâche. Nous devons dire qu'il y a des limites atteintes par la Constitution, qui doit avoir certaines réformes, notamment concernant revenir partir d'un régime présidentiel pour revenir dans un régime semi-présidentiel, notamment diminuer la durée du mandat aller de 7 ans à 5 ans, mais toutes ces réformes-là peuvent être initiées dans la Constitution en vigueur. Ce n'est pas impossible, ça peut être initié. Ça peut être même du président de la République ou du Parlement. Mais la seule réforme, à mon avis, qui pousse au changement de la Constitution, c'est celle concernant la limitation des mandats. C'est là que le problème se pose. Moi, je suis républicain, je pense qu'il faut respecter la Constitution. Donc, en tant que républicain, je pense qu'il faut respecter la Constitution. Donc, les États-Unis, leur sommet a été un échec, comme l'a dit Edith Smith, pour la simple raison que les gens pensaient qu'au sortir de là, le chef de l'État devait arrêter leur rêve de changement de la Constitution, mais nous avons remarqué qu'ils vont continuer. Le président de la République ne l'a bien pas dit ouvertement lors de son discours, mais il l'a sous-entendu par certains de ses propos. C'est vrai que même sa formation politique attendait qu'il le dise haut et à haute et intelligible voix, il ne l'a pas fait, mais c'est le sous-entend dans son discours. Lorsqu'il dit notamment que pour les grandes questions, il faut laisser le peuple trancher. Moi, je pense qu'il faisait déjà la vision au référendum constitutionnel. Merci. Voilà, nous allons passer à notre troisième sujet. Il s'agit du MCDDI, cette formation politique.